candidat François Mitterrand a visité son quartier général. C'est vrai qu'il n'avait pas pu le faire avant de se déclarer candidat précisément. Les locaux sont installés avenue Franco-Russe à Paris. Géographiquement, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale, c'est entre la Seine et le Champ de Mars à hauteur du pont de l'Alma. Il a été accueilli par son directeur de campagne, Pierre Bérégovoy, et ils se sont aussitôt mis au travail au premier étage de l'immeuble. Étaient présents également les autres responsables de la campagne, Pierre Jox, Jacques Lang et aussi Michel Rocard. Reportage Rachid Arabe. Voiture banalisée, discrétion presque totale, c'est le candidat, et non le président bien sûr, qui s'est rendu ce matin au siège de sa permanence, avenue Franco-Russe. Un endroit que certains socialistes appellent l'Entremets, en référence à un dessert bien connu qui porte le nom de cette avenue. Photo d'une famille unie, photo rare, celle où François Mitterrand et Michel Rocard se parlent. Réunion de travail autour du candidat pendant une demi-heure, puis François Mitterrand est allé visiter le bureau qui lui est réservé avenue Franco-Russe. Réflexion du chef de l'État, ce bureau est bien pour Bérégovoy, c'est lui qui fait le travail. Après ce petit tour, le président a annoncé que son projet commencerait à être connu cet après-midi. Un projet qui sera publié intégralement sous forme de publicité dans 7 journaux. Interrogé ensuite sur la prestation de Raymond Barre hier sur Antenne 2, François Mitterrand s'est refusé à tout commentaire, déclarant simplement « Chacun de ceux qui se présentent à l'élection fait ce qu'il peut ou ce qu'il doit ». Fin de la visite, le candidat repart vers l'Élysée pour retrouver son bureau de président de la République. La chanson de Tonton maintenant, elle est signée de Charles Trenet et il en est l'interprète. Et cette chanson est à la gloire de son candidat, le candidat préféré de Charles Trenet, c'est-à-dire François Mitterrand. Et le titre « Vas-y tonton, la France te demande ». Écoutez. Vas-y tonton, oublie la propagande de ceux qui veulent te donner des leçons. Vas-y tonton, la France te demande. Vas-y tonton, vas-y tiens bon. Vas-y, vas-y, vas-y tonton. Voilà, cette chanson nous a été aimablement prêtée par nos amis d'RTL qui l'avaient enregistrée. Donc, je vous signale d'ailleurs que sur cette même station, ce soir, après le journal de 18 h, Philippe Alexandre recevra François Mitterrand. Et Raymond Barre était hier l'invité de l'heure de vérité sur Antenne 2. Il a affirmé qu'il était serein face à l'évolution des sondages qui ne sont pas très favorables en ce moment. Nous allons revenir sur son intervention en prenant 2 aspects qui nous concernent, nous, directement, à savoir la TVA et les impôts, et puis un 3e extrait peut-être plus politique. L'ancien Premier ministre souhaite une réforme fiscale d'ensemble avec une baisse de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. Et il est opposé, il l'a redit, au rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes. Voici un extrait de son intervention. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de grand marché intérieur s'il n'y a pas harmonisation de la fiscalité. Cette harmonisation de la fiscalité, cela signifie sortir d'une situation tout à fait extraordinaire en matière de TVA. Vous savez que nous avons à peu près 7 taux de TVA, que nous avons les taux les plus élevés de TVA et que tous les experts reconnaissent qu'il sera nécessaire, si nous voulons un grand marché intérieur, d'harmoniser les taux. L'impôt sur le revenu en France est extrêmement mal réparti, puisqu'il y a 15% des Français, des contribuables, qui payent 65% de l'impôt sur le revenu. Et sur qui cette charge fiscale pèse? Sur les cadres. On entend par là tous ceux qui ont un esprit d'entreprise. Alors, je me suis dit, voilà une situation qui doit être résolue. Si nous voulons être compétitifs sur le plan fiscal, il est nécessaire que nous traitions ces problèmes. La bourse maintenant avec Véronique Auger que nous allons retrouver sur place. Véronique, avec une tendance à la baisse enregistrée depuis ce matin. Exactement, le marché est toujours très morne avec une tendance effectivement à la baisse avec moins 0,5%. Mais comme hier, il faudra cependant attendre l'ouverture de Wall Street et la fermeture de la bourse de Paris cet après-midi pour savoir si cette tendance faiblichonne se maintient. Principale animation ce matin, elle se situe autour du tableau de cotation des privatisés. Est-ce la suite des problèmes entre la communauté européenne et M. Balladur à propos des actions gratuites que le ministre réservait aux seuls Français et qui, paraît-il, ne seraient pas conformes avec la réglementation de la communauté européenne? Toujours est-il que les privatisés sont orientés à la baisse ce matin. Saint-Gobain perd 2 francs, Suez 2 francs également, la CGE cède 50 centimes, Paribas reste stable à 300 francs 10 et seul le CCF gagne 50 centimes.
Grosse animation également sur les valeurs pétrolières qui sont toutes orientées à la baisse. Sinon, c'est SPI Batignolles qui tient le record avec moins 6,3%. Casino perd 4,4% et la compagnie financière Alcatel 3,9%. A noter toutefois la hausse quand même de Darty qui est très recherchée et qui prend 2,1% et Cruze plus 2,4%. Le marché des monnaies, lui, est étal. Le dollar reste aux alentours de 5 francs 65,80, une valeur qu'il devrait conserver probablement jusqu'au 13 avril, date de la réunion des 7 pays les plus industrialisés du monde à Washington. Le Deutsche Mark, lui, est ferme à 3 francs 39,30. L'or, enfin, recule partout dans le monde. À Paris, le lingot perd 500 francs à 81 950 francs. Le Napoléon gagne 1 franc à 514 francs. Merci Véronique. Voici maintenant la deuxième interview exclusive d'une série qui en comporte 3, l'interview de femmes de candidats. Cela réalisé par Patricia avec Étienne de Montpezat. Jean Cazenave va assurer la mise en image. Et Patricia, il faut repréciser pourquoi les femmes de ces 3 candidats-là et pas d'autres. Et en ce moment, nous voyons des images de Madame Bernadette Chirac. Eh bien, c'est très simple. Il y a 8 candidats, William. 4 d'entre eux sont divorcés ou célibataires. Messieurs Le Pen, Juquin, Wechter et Mademoiselle Laguillet. En restaient donc 4, parmi lesquels Madame Lajoigny. Elle a refusé. Et nous avons donc interviewé les 3 qui ont accepté. Voilà, nous allons retrouver maintenant. Donc, vous retrouvez en compagnie de Bernadette Chirac, un entretien qu'elle vous a accordé il y a un peu moins d'une semaine dans ses appartements privés de l'Hôtel de Ville de Paris. Alors nous voici chez vous, dans vos appartements privés de l'Hôtel de Ville. Absolument. Nous habitons cet appartement depuis 1977, depuis la première élection de mon mari à la mairie de Paris. Nous habitons en famille. Et comment partagez-vous votre temps entre ici et l'Hôtel Matignon? Eh bien, pour des raisons d'emploi du temps, nous habitons aussi, bien sûr, de temps en temps, l'Hôtel Matignon, qui est une maison tout à fait différente, qui est un ravissant hôtel du XVIIIe siècle et que j'aime énormément aussi. Ce sont 2 endroits que vous aimez? J'aime beaucoup ces 2 endroits, mais nous habitons principalement ici. Et ici, c'est donc l'un des lieux pour la famille Chirac de l'intimité familiale? Absolument. C'est un salon que j'ai redécoré il y a environ 2 ans, car aucun travaux n'avait été fait ici depuis 40 ans. Quels sont vos défauts? Eh bien, je suis assez timide et c'est d'ailleurs pour moi un handicap qui m'a gênée toute ma vie, je crois. Je suis trop perfectionniste. J'ai tendance à aller trop dans les détails et aussi à vouloir toujours tout faire par moi-même. Et je sais que c'est un défaut. Et puis, je suis lente. Ça, je suis très lente. Surtout par rapport à mon mari qui est un rapide, comme vous savez, et qui m'en fait souvent le reproche de ma lenteur. Vous voulez dire que la tortue pourrait être aussi pour vous un animal symbolique? Oui, c'est sans doute pour ça que j'ai une collection de toutes petites tortues dans mon bureau. Bref, vous n'êtes pas jalouse de Monsieur Barre? Après tout, il y a assez de tortues pour tout le monde. Est-il exact que vous n'êtes pas toujours commode? Je crois que j'ai peut-être un tout petit peu de personnalité, mais j'essaye d'avoir aussi bon caractère que possible. Alors justement, quelle qualité vous reconnaissez-vous? Eh bien, je suis fidèle, je crois. Je suis fidèle à mes idées, à mes convictions et dans mes amitiés. Je suis une travailleuse. J'aime travailler. Et je suis franche. J'ai horreur qu'on mente. Je me sens très mal à l'aise dans un univers de mensonges. Quelles sont pour vous les valeurs importantes? Eh bien, d'abord, évidemment, la famille. J'attache une très très grande importance à la famille et à la vie de famille. Puis la foi. Je crois que c'est Malraux qui avait dit « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Et puis je suis très attachée aussi aux valeurs fondamentales de notre pays. La solidarité, la liberté, la justice. J'aime une France qui gagne.
Et je suis très attachée à la place de la France dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain. Bien, je pars là. Vous avez dit un jour, il a bien fallu prendre le train en marche. Alors avez-vous le sentiment d'être toujours un petit peu obligé de courir derrière lui? Physiquement, oui, parce que je suis toute petite et qu'il est très grand. Alors, je suis obligée évidemment de marcher plus vite pour arriver à marcher à sa cadence. N'avez-vous pas le sentiment, quelquefois, d'être utilisé par lui? Ce mot est affreux. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tenté depuis plus de 20 ans d'aider mon mari et d'avoir des activités complémentaires des siennes. Mais je l'ai fait volontairement. Je l'ai fait vraiment parce que je l'ai voulu. Je n'ai fait que ce que j'ai voulu et cette activité a toujours été librement consentie de ma part. Certains dénoncent son agressivité. Comment vous réagissez quand il est critiqué ainsi de cette manière? Mais je comprends très mal cette critique parce que je n'ai jamais ressenti mon mari comme étant un homme agressif à la télévision ou à travers les médias. Et je comprends très mal pourquoi il est perçu de cette façon-là. C'est tellement contraire à sa nature. Il n'est pas intolérant. Oh, il est au contraire extrêmement tolérant. Il est connu pour être très très gentil avec non seulement ses collaborateurs, mais tous ceux qui l'approchent. Lui dites par exemple que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur certains sujets? Certainement, je le lui dis, mais je n'ai pas à m'ériger en conseiller politique. Ça n'est pas du tout mon rôle. Ça n'est pas ma vocation, ça n'est pas mon rôle et ça n'est pas ma place. Vous voulez dire que vous ne parlez pas de politique ensemble? Si. Mais je n'ai pas de conseil à lui donner. Il prend ses décisions tout seul. Vous savez que je suis une élue locale, ce dont je suis d'ailleurs extrêmement fière. Je suis à la fois conseiller municipal d'une petite commune rurale depuis 1971 et conseiller général du canton de Corrèze. Aimeriez-vous aller plus loin dans votre carrière politique, être député ou plus? Pourquoi pas un jour? Non. Pourquoi? Non. Parce que, vous savez, c'est déjà très lourd. J'ai une vie très remplie. La Corrèze est à 500 km de Paris, en gros. Et je dois accomplir les trajets très vite, parce qu'en rentrant, m'attendront bien entendu des manifestations, soit au titre de la ville de Paris, soit au titre de l'État, puisque mon mari est Premier ministre, et je dois être exacte. Par conséquent, tout ça, c'est une vie bien remplie. Comment réagissez-vous par rapport aux coups bas, aux trahisons, aux scandales? Vous savez, les méchancetés, les coups bas, les calomnies, ça a toujours existé dans l'histoire de tous les pays et à toutes les époques. Alors je crois qu'il ne faut peut-être pas y ajouter trop d'importance. Et la chose la plus importante peut-être en pareil cas, c'est de rester maître de soi, de garder la tête froide. Vous avez reconnu un jour avoir été meurtri par la politique. Vous avez même dit « il y a beaucoup de choses dont j'ai souffert ». Qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis pas totalement insensible, naturellement. J'essaye de ne pas trop montrer si j'ai souffert. Avez-vous eu parfois des envies de vengeance? Non, je ne suis pas animée par ce sentiment. Vous avez, madame, surpris un jour toute cette classe politique, de droite comme de gauche d'ailleurs, tout le monde, en obtenant l'éloignement, sinon le renvoi de certains conseillers de votre mari. À l'époque, on a beaucoup relevé à cette occasion votre autorité et votre fermeté. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons? Écoutez, vraiment, c'est le passé. Alors, n'en parlons pas, si vous voulez bien. Par exemple, est-ce qu'il vous a raconté ces 2 années de cohabitation? Est-ce qu'il vous a raconté comment se passait le Conseil des ministres le mercredi matin quand il a un entretien avec le président de la République? Pas du tout. Pas du tout. Jamais.
aucune confidence dans ce domaine. Rien du tout. C'est mieux ainsi, du reste. Vous ne lui posez pas de questions. Le temps nous manque un peu pour cela. Nous avons tellement de choses à nous dire dans le peu de temps qui nous reste pour être un peu en famille. Nous parlions de la tolérance et de l'amitié. Justement, est-ce que vous avez des amis à gauche? Oui, j'en ai. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas un sectarisme qui coupe comme ça complètement les hommes et les femmes sur un certain nombre de sujets. J'en ai quelques-uns. Des personnalités connues? J'en ai, je dirais, surtout en Corrèze. Sur un plan local ou régional? Oui. Je pense que l'épouse du chef de l'État doit être à la fois efficace et discrète, en créant autour de son mari les conditions psychologiques les meilleures pour l'aider à assumer ses très très lourdes charges. Efficace en s'intéressant de très près à tout ce qui touche au domaine social. Et puis naturellement, elle doit être discrète. Cela va sans dire, car n'oublions pas qu'elle ne détient aucune légitimité populaire. Et donc, elle doit rester strictement à sa place, aux côtés du chef de l'État, avec une attitude discrète. Vous dites souvent, je dis ce que je pense. Pensez-vous pouvoir préserver le président des flatteries, des courtisans qui existent toujours à l'Élysée? Ah, ça, je le mets toujours en garde contre cet inconvénient redoutable. À propos, vous a-t-il demandé votre avis sur sa candidature? Oh, je savais qu'il serait candidat, bien évidemment. Il vous l'avait dit? Je le savais. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il vous avait demandé ce que vous en pensiez? Je savais qu'il serait candidat. Est-ce que vous étiez d'accord? Oui. Comment réagissez-vous lorsque votre mari est qualifié de chef de bande, de chef de clan ou de faction? Vous voyez à qui c'est Chef de allusion? bande, non. Chef de la majorité, oui. D'une majorité qui a été élue démocratiquement en 1986 et par des millions de Françaises et de Français. Quelle raison, si vous étiez une Française comme une autre, donneriez-vous de voter pour Jacques Chirac? Parce que je crois qu'il est le meilleur. Vous dites que vous êtes gaulliste. Est-ce que cela signifie que vous êtes militante, que vous vous considérez comme une militante? Oui, je suis militante. Par exemple, est-ce que vous avez votre carte du RPR? Oui, j'ai la carte du RPR. Si vous étiez demain la première dame de France, la garderiez-vous? Je pense que l'épouse du chef de l'État doit rester au-dessus de la mêlée. Plus de carte de parti? Probablement. Y a-t-il des causes pour lesquelles vous aimeriez vous battre? Dans le monde moderne, je suis extrêmement et profondément choquée par la guerre, la violence, le terrorisme, la misère et la faim. Et puis je voudrais aussi vous parler d'un texte très beau, et pour être sûre de ne pas me tromper, je vais le lire si vous voulez bien. C'est la fin du discours d'André Frossard lors de son entrée à l'Académie française il y a quelques semaines. Il n'y a pas d'orgueil à être français. C'est une responsabilité, ajoute André Frossard, qui conclut: dans ce monde qui approche des étoiles et qui perd l'homme de vue, la France est encore et doit rester la conscience des nations. C'est un très beau texte et c'est un programme pour le président de la République. Et pour son épouse aussi. Voilà, demain, même heure, même endroit, Madame Danielle Mitterrand. Ce journal n'est pas terminé. Je vous propose maintenant de rejoindre en direct de Genève Madame Audrey Hepburn, qui est ambassadrice de l'UNICEF depuis le mois de mars
et elle revient de sa première mission dans le nord de l'Éthiopie, où la famine menace de mort près de 5 millions de personnes. Bonjour madame. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie, c'est nous qui sommes ravis de vous recevoir. Alors, avant de vous rendre en Éthiopie, est-ce que vous soupçonniez que la situation était aussi terrible? Oui, je pense, parce que j'ai quand même suivi d'assez près à travers vos nouvelles et les journaux la situation. Mais les chiffres que nous avons sont assez impressionnants. Je vois 40 000 enfants meurent chaque jour. Un tiers des enfants qui sont là-bas meurent avant l'âge de 5 ans. Est-ce que ces chiffres sont confirmés? Oui. C'est 40 000 dans le tiers-monde. Pas tous en Éthiopie, mais une grande partie en Éthiopie. C'était un voyage assez bouleversant, si vous voulez, et émouvant. Mais en même temps aussi, je suis revenue optimiste. Parce que, bouleversant parce que les enfants sont terriblement mal nourris, même s'ils mangent, mais ils n'ont pas assez de vitamines et protéines, etc. Qu'est-ce qui vous a décidé à participer à l'action de l'UNICEF? Parce que beaucoup d'autres stars d'Hollywood et d'ailleurs sont sollicitées. Certaines acceptent, d'autres non. Vous, pourquoi avez-vous dit oui? Moi, je sais seulement que j'ai tout de suite accepté l'invitation de l'UNICEF et ils m'ont rendu la femme plus heureuse au monde. Madame, l'une des raisons de votre engagement, n'est-ce pas votre adolescence en Hollande, où à l'époque vous aviez été très très marquée par la détresse des enfants juifs? Oui, je dois dire que j'aurais quand même accepté si j'aurais pas vu de près ce que UNRWA, ce qu'était l'UNICEF à l'époque, ont fait pour les enfants tout de suite après la guerre. Moi, j'étais un enfant en Hollande pendant l'occupation et tout de suite après notre libération, c'est UNICEF et le Croix-Rouge qui sont entrés en ville avec médicaments, nourriture, couverture et tout ça. J'étais un de beaucoup d'enfants qui ont profité de ça. La présence d'une personnalité comme vous, qui est connue dans le monde entier, avec ce que cela suppose d'amitié et d'efficacité dans l'intervention, eh bien, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de très positif? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir aboutir, je dirais à vous, avec Liv Ullmann, avec Peter Ustinov, avec Harry Belafonte? Est-ce que vous apportez réellement un plus et vous le voyez sur le terrain? Nous espérons surtout. Moi, je crois que le grand plus, c'est qu'en tournant par le monde, comme j'ai fait ces dernières semaines, je garde à leur place les jeunes gens fantastiques qui sont en Éthiopie, de toutes les nations du monde, qui ont tellement de travail à faire. Et les jeunes docteurs, les infirmières, les gens qui aident pour sauver des enfants, c'est beaucoup mieux que eux, ils restent là, et que moi je tourne le monde en vous parlant. Bien sûr. Vous avez une autre mission en vue pour l'UNICEF? Donc, pas aussi grand que celui-ci, mais je pars la semaine prochaine, vendredi, cette semaine déjà à Los Angeles, et puis après mon retour en Turquie pour la journée des enfants. Merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à notre invitation et merci pour tout ce que vous faites pour tous ces enfants du monde. Au revoir, à bientôt. C'est moi qui suis très reconnaissante aux médias parce qu'ils nous aident beaucoup. Nous sommes là pour ça aussi. Au revoir, madame. Demain, porte de Versailles, débute le salon du son et de la vidéo. Vous avez vu au début de cette édition ce petit poste Thomson qui est le plus petit à notre connaissance, en couleur en tout cas. Alors c'est l'occasion pour vous de découvrir les nouveautés technologiques qui vont d'une certaine manière modifier, bouleverser notre façon de vivre, à condition qu'on ait un petit peu de sous, bien sûr. Alors Patrick Esther, qui est ici même, c'est le jeune homme avec le ventilateur autour du cou. Le voici. Ça vous fait allusion. Mais ça c'est tout à fait, ça c'est tout à fait ancien. Oui, je suis terriblement jaloux. Alors, vous avez apporté avec vous le dernier cri en matière de... Vous avez la plus petite télévision française. Je sais plus où Alors moi, je vais vous montrer le plus petit lecteur de disques compact, vous le voyez. Il est minuscule aussi, avec des disques qui enregistrent 20 minutes sur un diamètre de 8 cm. Et puis je vais vous montrer aussi d'autres petites choses, parce que vous savez, les enceintes hi-fi, en général, ça prend toujours trop de place dans les appartements. Alors une astuce, une toute petite enceinte, vous voyez, qui fait 100 watts quand même, une de chaque côté. Ça, ce sont pour les aigus. Et puis vous cachez sous le lit ou sous l'armoire cette grosse caisse qui sert à reproduire donc les graves. Alors vous le mettez n'importe où, c'est pas grave. Oui, mais vous avez toujours un petit trou dans un coin d'un mur, quelque chose pour le cacher. Ah oui. Hein. Alors la grande nouveauté, je crois, de ce salon, eh bien, ça va être le